Et le premier visage du trombinoscope, c'est hélas, j'ai envie de dire, un visage qu'on avait déjà mis il y a quelques semaines à l'honneur. Mais hélas, depuis la jeune fille a disparu, c'est Armita Garavan, une adolescente iranienne. Ouais, c'est une affaire qui rappelle vraiment celle de Mahsa Amini, cette iranienne morte pour ne pas avoir porté correctement son voile. Elle, vous l'avez dit, c'est Armita Garavan, c'est une lycéenne de 16 ans, morte après avoir passé un mois dans le coma. Et les ONG l'affirment. Elle a été grièvement blessée dans le métro de Téhéran par la police des mœurs, chargée de faire appliquer l'obligation du port du voile. Et si j'ai décidé de remettre son visage à l'honneur dans notre trombinoscope aujourd'hui, c'est parce que et le Figaro et le Canard enchaîné nous ont raconté les conditions des obsèques. C'est terrible. Tiens, justement, on va parler tout à l'heure d'inhumation, mais cette jeune fille n'a pas eu le droit à des obsèques normales du tout. Il y a un dessin, d'ailleurs, que je voulais montrer aussi dans le Canard enchaîné. Après, je vais vous raconter le détail de ces obsèques. Mais un dessin de Mouget dans le Canard, voilà, sur lequel je vous ferai réagir aussi, chers équipiers. Une jeune femme de 17 ans morte parce qu'elle refusait le voile. Qu'en pensent nos féministes? Et on voit deux autruches qui ont la tête dans le sable. Je vous demanderai de réagir sur ce sujet. Mais sur les obsèques, le Canard et le Figaro nous racontaient qu'elles ont été strictement contrôlées parce que l'Iran n'avait pas envie, évidemment, de communiquer plus que ça sur cette affaire, on l'imagine bien. Et le nombre des membres de forces de sécurité présents excédait le nombre de participants à l'enterrement. Les parents n'ont pas eu le droit d'enterrer leur fille dans sa ville natale pour pas que ça fasse de bruit. Pas question de faire une tribune donc pour les opposants au régime. Bref, on est contrôlé en Iran, manifestement, du berceau jusqu'au tombeau. C'est ce qu'écrit le Canard enchaîné aujourd'hui. Blanche. Oui, non, c'est d'autant plus dramatique qu'on est à un peu plus d'un an maintenant de l'assassinat de Mahsa Amini, qui est morte le 16 septembre 2022 et qui avait suscité ce grand mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Il y a encore quelques semaines, on se réjouissait ici même sur ce plateau du fait que le prix Nobel de la paix était décerné à la militante pro-droits de l'homme et droits des femmes, Narges Mohammadi. Sauf qu'elle est en prison, hein, rappelons-le. Elle est en prison et elle a réussi hier, et c'est là où les anniversaires et les calendriers se concordent de façon un petit peu dramatique. Elle a réussi hier, par le biais de sa fille, qui a lu un message qu'elle a réussi, on ne sait pas comment, à faire passer depuis sa prison, où elle adresse encore des messages de soutien au mouvement et une critique évidemment extraordinairement virulente à l'égard du régime iranien. Et donc c'est vrai qu'on se sent un peu impuissant alors qu'on est à plus d'un an de la mort de cette première jeune femme, qu'on a une prix Nobel de la paix iranienne qui a été nommée, qui est toujours en prison, et on se dit on est démunis face à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais faire réagir peut-être Pablo au dessin parce que j'avais pas regardé, j'avais vu les autruches mais j'avais pas, j'avoue, regardé le visage des autruches, et quand on regarde le dessin à l'envers, c'est bien Sandrine Rousseau et Mathilde Panot qu'on reconnaît la tête dans le sable pour se cacher de ce qui se passe là-bas. Oui, bon, c'est assez classique de dire... moi, je vais vous donner la position classique de ces féministes, hein, à la fois de Mathilde Panot et de Sandrine Rousseau. C'est qu'on est en droit de se... Enfin, il est normal pour des féministes de se battre pour que des femmes puissent porter le voile en France, et il est tout à fait normal de se battre aussi pour que des femmes puissent ne pas le mettre en Iran. Voilà. Et d'ailleurs, on peut aussi se battre en France pour qu'elles ne puissent... C'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas réagir. Sandrine Rousseau, par exemple, était présente dans les manifestations Femmes, Vie, Liberté l'année dernière. J'ai l'impression. Tout à fait. Si je me souviens bien. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce type de dessin. Mais remettre en question... qui n'était pas très content d'accueillir Sandrine Rousseau, qui faisait de la récupération politique. Bien sûr, parce qu'il y a des cabales médiatiques, comme en fait partie, comme le dessin. Exactement. Si. C'est les mettre Jamais. Le nez dans le caca, on appelle ça. Jamais Sandrine Rousseau n'a dit c'est super le régime iranien, ce qu'ils font aux femmes. Non, mais elle ne condamne pas. Voilà. Mais bien sûr, elle ne le condamne pas. Elle ne condamne pas. Je voudrais simplement vous lire quelque chose, si vous me permettez. La République islamique d'Iran présidera demain 2 novembre et après-demain 3 novembre à Genève le prochain forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Fin du communiqué. Et j'oserais dire, fin de la blague. Deuxième visage de notre trombinoscope. Ce soir, un athlète. Je dois dire, je suis pas fan, fou d'athlétisme. Je connais quelques grands noms. Il paraît que c'est sûrement toujours un grand nom d'ailleurs, puisqu'il a été 3 fois médaille d'or dans sa catégorie. Il s'appelle Maïeddine Mekissi Benabad, mais ce n'est pas pour son sport qu'on a parlé de lui aujourd'hui. Mais oui, alors triple médaillé olympique, donc c'est pas n'importe qui effectivement, mais il a provoqué une vague d'indignation après avoir comparé Benyamin Netanyahou à Hitler pour le tweet suivant. Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahou. L'Occident devrait collaborer. Et c'est vrai, c'est ce que je disais. Hélas, moi, je n'avais pas vraiment retenu son nom parmi nos athlètes triple fois médaillés et même quintuple champion d'Europe du 3000 mètres steeple. Mais là, d'un seul coup, tout le monde va le connaître.
pour Oui, quelque chose qu'on aurait bien aimé éviter, particulièrement d'ailleurs le maire de Reims, parce qu'il appartient à un club d'athlétisme rémois. Oui. Et monsieur Robinet a réagi très vite cet après-midi. Je vous lis et je vous montre le tweet d'Arnaud Robinet, maire de Reims, et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France. J'ai honte pour notre ville. Quel naufrage! Il s'est quand même excusé depuis, il faut le dire. Bah oui, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Certains ne le font pas. Alors on va quand même montrer son tweet d'excuses. Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas. Bon, ça, il persiste. Mais aujourd'hui, ce sont des civils qui sont anéantis. Et c'est cela qui me fait sortir de mes gonds. Ma comparaison a été maladroite et mauvaise. Et je m'en excuse pour cela. J'ai réagi avec émotion. Alors, Pablo d'abord. Le problème, c'est que ce tweet, qui est profondément abject et antisémite, hein, je pense qu'on peut le dire, s'inscrit dans une espèce de course à l'hyperbole pour qualifier des événements, des choses. On peut être très dur vis-à-vis, par exemple, du gouvernement de Netanyahou, de son action, etc. Je suis pas sûr que le moment, en fait, soit à sans arrêt essayer de chercher des mots toujours plus agressif, toujours plus blessant, mais tout le monde le fait, hein, dans les deux sens. Je veux dire, on passe son temps à des humoristes aux sportifs, des humoristes aux sportifs, aux gens sur les plateaux. Qu'est-ce que tu veux dire dans les deux sens? Dans les deux sens, c'est-à-dire que, les gens, tu dis quelque chose, tu dis quelque chose, qui reconnaissent que le Hamas est une organisation terroriste, ils mettent de l'huile sur le feu, c'est ce que tu veux dire? Ça veut dire que moi, par exemple, qui veut manifester mon soutien avec le peuple palestinien aussi, pas uniquement avec le peuple israélien, avec lequel je suis aussi en soutien, on me traite d'antisémite. Ben voilà, par exemple, ça, c'est pour moi, ça participe en fait d'une course à l'hyperbole. Pour moi, il n'y a pas de sens. Pour moi, il n'y a pas de sens. Il y a une démocratie et il y a un groupe terroriste. Donc, mais palestinien, je te parle pas du groupe terroriste. Voilà. Ben, en fait, on voit bien que c'est un sujet compliqué. Exactement, c'est un sujet compliqué. Et où du coup, il y a des gens, sûrement qu'ils maîtrisent pas très bien ces réseaux sociaux, et donc il part et il dit absolument n'importe quoi, et c'est abject. La deuxième partie du tweet, c'est Blanche qui conclut. La deuxième partie du tweet est intéressante aussi, c'est-à-dire l'Occident tout ce collabo et cette nouvelle façon de mettre dos à dos l'Occident d'un côté. Et on parlait de binarité et de polarisation. L'Occident d'un côté, qui est maintenant assimilé au mal, et puis de l'autre, ce qu'on appelle un peu le Sud global désormais, qui réunirait une... C'est le principe du wokisme. C'est ça. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a un dénigrement. Le blanc, l'Occident est coupable de tout. Il y a un dénigrement de l'Occident et qui doit nous préoccuper. On change de sujet, plus amusant heureusement celui-là, encore que c'est François Ruffin qui a des soucis. Et qui a des soucis. Alors, il est épinglé, le député de la France Insoumise, pour une histoire de cafetière, Laurent. Une cafetière jugée trop coûteuse, 344 €, et il a répondu au déontologue de l'Assemblée nationale. Oui, alors ce ne sont pas des gros soucis, hein, autant le dire, il s'en amuse même un peu, mais enfin, quand même, il est surpris qu'on lui en veuille pour quelques euros pour une cafetière. Et il a fait une vidéo, il faut le dire, plutôt amusante. On ne va pas vous la passer dans l'intégralité parce qu'elle dure 4 minutes au total, mais on a fait un petit montage plutôt juste et plutôt amusant. Le crime qui nous est reproché, c'est ça. Une cafetière de marque Krups qui a été achetée, il nous dit 344 €. Et là, le déontologue, il dit 344 €, ça va pas, c'est déraisonnable. Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 € pour une machine à café. Donc il y a 94 € supplémentaires remboursés. Pourquoi on l'a payé si cher? On aurait acheté une daube fabriquée en Chine à 100 € qu'on aurait renouvelée tous les ans, ça n'aurait pas posé de problème déontologique. Cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Pas de problème, hein, soyez rassurés. Les 94 € supplémentaires seront remboursés. Et surtout, qu'on aille vérifier que ni Laurent Wauquiez, ni Emmanuel Macron n'ont une cafetière Krups fabriqué en France à 344 €, tu vois le scandale. Il devrait, à mon avis, recevoir une cafetière gratuite de la marque, que je ne vais pas la redonner, mais de la marque qu'il a citée 2 fois. Pablo? Non, moi à la fois je suis complètement d'accord avec lui, à la fois je trouve que la façon dont il jette l'opprobre sur le travail du déontologue de l'Assemblée, qui a l'air d'être du coup un type qui fait bien son travail, puisqu'il arrive à éplucher et à arriver jusque-là. Jusqu'à la cafetière. Moi je me dis, bon tous les députés aujourd'hui de l'Assemblée nationale, toutes leurs dépenses doivent être scrutées de façon aussi minutieuse que celle de François Ruffin, et donc bravo le déontologue. Et Ruffin nous fait aussi aller encore une fois dans les coulisses de l'Assemblée. On parlait tout à l'heure de Florence Aubenas qui s'était mis dans la peau d'une femme de ménage. C'était lui qui avait porté le sujet des femmes de ménage de l'Assemblée. Et ça, alors, c'est un tout autre sujet. Mais dans le côté immersion et coulisses de l'Assemblée nationale, c'était plus
intéressant. Oui, enfin là, il essaie de retourner en sa faveur quelque chose. Il n'était pas obligé de communiquer. Le déontologue n'a pas communiqué là-dessus. Il a voulu jouer avec ça. Je suis désolé, monsieur Ruffin, mais c'est avec mes impôts, les gens de tout droit, que l'on paye ça. Ben, je suis désolé, parce que François Ruffin, c'est le premier à dénoncer les patrons voyous. Et ben, les députés qui ne respectent pas les règles, avec de l'argent public et qui dépensent au-delà de ce qui est permis dans la note de frais. Il va rembourser, il le dit, les 94 moi, je euros. trouve ça très bien que Ce qui veut dire Ruffin par cette vidéo, c'est qu'il y a parfois des abus plus graves et que le sien est, voilà, c'est un peu exact. Et que acheter il y a des règles. Français, ça a un prix. C'est de l'argent public. Moi, les 94 euros, il a qu'à les payer, c'est pas moi de les payer. Oui, mais acheter français, ça a un prix. C'est aussi ça qu'il dit dans sa écoute, vidéo. 300 et quelques, à moins cher, tu as des Français. Hein. Allez, on passe à la partie culturelle et heureuse et anniversaire de notre trombinoscope avec Salvatore Adamo. Et oui, il est né en 1943 en Sicile et donc Laurent, il rentre aujourd'hui dans le club des octogénaires. Et est-ce qu'on l'a en ligne, Salvatore, parce qu'on voulait lui souhaiter un bon anniversaire. Vous nous entendez, Salvatore ? Je vous entends, Laurent. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Et évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, Salvatore, c'est est-ce que vous allez bien? Parce qu'on sait que vous avez dû annuler quelques concerts récemment pour des raisons vocales. Est-ce que vous allez mieux? Écoutez, ce soir, je devais être sur scène à l'Ancienne Belgique, qui est le music hall de Bruxelles, où j'avais débuté. Et malheureusement, j'ai été trop optimiste. Je suis chez moi. Et je m'en excuse auprès des personnes qui avaient l'intention de me voir. Je déteste poser des lapins. Voilà, et je remercie en tout cas tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Voilà. Alors c'est vrai que vous rentrez aujourd'hui dans le club des octogénaires, Salvatore, bon anniversaire d'abord. Et il y avait un papier dans La Croix, le journal La Croix hier, qui disait « Les octogénaires sont de plus en plus en forme ». On nous citait Catherine Deneuve, Mick Jagger, Martin Scorsese, on pourrait en citer d'autres. Vous rentrez dans un joli club finalement, Salvatore. Oui, c'est vrai qu'avoir 80 ans aujourd'hui, ce que je ne réalise toujours pas, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 50 ans où nous étions les patriarches condamnés à fumer la pipe dans un fauteuil. Là, on peut rester actif et sauver les apparences et garder l'impression d'être encore jeune dans la tête, du moins. Restez avec nous quelques instants, Salvatore, parce que je voudrais qu'on vous regarde sur scène, chanter une chanson et vous allez comprendre que je ne l'ai pas choisie par hasard. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Une chanson pour la paix, Salvatore, il faut le rappeler, c'était pour la paix cette chanson. Oui, même si elle a été mal interprétée par les Arabes pendant des années. Voilà, c'est une chanson que j'avais écrite en visitant Jérusalem avec Charles Maroni qui me racontait des choses. Et à l'époque, Israël était attaqué de tous les côtés. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait suffisamment allusion à la souffrance du côté palestinien et j'ai changé la strophe pour englober la souffrance du peuple palestinien aussi. Oui, vous aviez modifié le texte ensuite pour parler effectivement des deux côtés, j'ai envie de dire, de cette guerre interminable, parce que au fond, cette chanson, il faut le rappeler, vous l'avez écrite en 66, c'était avant la guerre d'ailleurs. Juste avant la guerre des 6 jours, oui, absolument. Et moi, donc j'avais suivi des cours de religion et il y avait dans la Bible, on parlait de la terre d'Israël avec la Judée, la Samarie, la Galilée. Et pour moi, c'était un tout. Bon, après, j'ai compris que les choses avaient changé. Et bien sûr, j'en ai même fait une version que j'avais reprise avec Moran, où j'étais carrément dans l'utopie et dans le rêve, où finalement, fils d'Ismaël et fils d'Israël libéraient une colombe dans le ciel. Mais pour le moment, ça n'est pas toujours arrivé. Vous voulez dire un mot à Salvatore, Fred Hermel? Mais moi, je suis ravi de pouvoir parler à Salvatore Adamo parce que, franchement, chez moi, on aime beaucoup Salvatore Adamo. Ma mère écoute beaucoup Salvatore Adamo. Et moi-même, j'ai faut jamais dire ma mère, faut dire moi. Moi, je dis moi-même, voilà. Il y a des chansons mythiques. Et ce que je veux dire, c'est que
dit ma grand-mère maintenant. Mais en fait, moi, ce que j'aime chez Salvatore Adamo, comme quelques rares chanteurs, il y a aussi Frédéric François, c'est qu'ils ne sont plus aujourd'hui à la une des journaux, qui ne sont plus souvent invités à la télé. Et pourtant, vous remplissez des salles comme peu de gens en France. Et ça, il faut l'applaudir. Vous avez un public extrêmement fidèle, Salvatore. On voulait surtout vous souhaiter un bon anniversaire. Je vais vous citer Salvatore. C'est ma vie, je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. Elle vous a bien choisi parce que cette vie, elle dure 80 ans aujourd'hui. J'ai envie aussi encore de citer un autre extrait de chanson. Si tu étais le temps, je serais sablier. C'est un gros sablier, Salvatore Adamo. Oui, il y a parfois des grains plus gros qui passent moins bien dans le sablier, comme celui que je suis en train de vivre à présent. Mais quand même... Ça va aller. Je suis sûr que vous allez remonter sur scène et fêter effectivement cet anniversaire un peu plus tard avec votre public. On vous embrasse et on voulait vous souhaiter ce bon anniversaire pour vos 80 ans. Merci Salvatore. Merci à vous. Au revoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire... c'est aussi l'anniversaire de Fabrice Lucchini. C'est vrai en plus. Mais non, mais les chanteurs durent sur scène. Juste un mot sur la une de la Provence. Ce matin, j'avais choisi de mettre Bruce Springsteen aussi dans le trombinoscope. Et alors lui, il n'est pas encore octogénaire, mais il est quand même septuagénaire, le boss. Il va faire une date l'année prochaine au Stade Vélodrome. Regardez, voilà, c'est la une de la Provence. Hein, c'est bien ça? Mais vous avez dit l'essentiel. Voilà, 22 nouvelles dates à travers l'Europe. Son seul passage en France, ce sera donc à Marseille. Concert au Vélodrome le 25 mai prochain. Et les billets de ce concert français donc seront mis en vente le 7 novembre prochain. Vous êtes un fan, Laurent? Vous avez les détails que je n'ai pas. Non, je ne suis pas un fan. Mais j'ai trouvé que cette une de la Provence, par les temps qui courent, c'est osé de faire une une sur un chanteur et une une culturelle. Parce que, bon, faut dire c'est The Boss, c'est quelqu'un que... Qu'à Marseille, ils sont toujours très très fiers. Hein. Dès qu'il se passe quelque chose chez eux, c'est normal. La Provence, c'est le grand journal. Mais c'est vrai que le fait qu'ils viennent à Marseille et pas à Paris, je crois qu'ils sont un peu fiers du côté de Marseille. C'est la seule date française du boss Bruce Springsteen. Vous êtes fan de Bruce Springsteen? Moi j'aime beaucoup Born in USA et dont les paroles d'ailleurs sont pas du tout une ode aux États-Unis, mais une chanson plutôt critique à l'égard de la guerre du Vietnam. La droite américaine l'a utilisée en fait. Complètement à contre-emploi et réécouter les paroles aujourd'hui dans la période qu'on traverse, c'est assez intéressant sur l'assignation de vos lieux de résidence qui définit un petit peu dans quelles conditions vous allez combattre malgré vous. Tout ça est riche d'enseignements.